bienvenue dans la cuisine du village. Aujourd'hui, nous allons parler du blé. Le blé, cette céréale précieuse cultivée en France sur près de 5 millions d'hectares. Alors le blé, évidemment, est fait pour l'alimentation humaine, mais aussi animale. Et il y a de nombreux débouchés aussi au niveau du bioéthanol et des biocarburants. Dans quelques instants, avec nos invités ici présents, nous parlerons du blé, du gluten et des nouveaux critères de qualité autour de cette céréale si précieuse. Mais pour l'instant, je rejoins Tom le jardinier, bonjour, et Nicolas Rota, notre chef cuisinier. On va parler évidemment blé. Et pour vous, Tom, tout de suite, le blé, c'est intéressant, manger germé. Alors on peut manger du blé germé, mais on peut manger plein de graines germées. On fera un petit atelier ensemble pour faire des graines germées. Puis ensuite, on va s'intéresser à nos ennemis, les chats, et on va faire ensemble de l'herbe à chat. Et on va voir qu'il y a de nombreuses céréales qui peuvent être utilisées pour faire de l'herbe à chat. Merci, on vous retrouve tout à l'heure. Mais tout de suite, on passe en cuisine. Alors chef, aujourd'hui, qu'est-ce que vous nous concoctez autour du blé? Alors autour du blé, je vais vous contacter une poêlée donc, de blé paysanne. Alors pourquoi paysanne? Parce que c'est la garniture qui s'appelle ainsi. C'est champignons de Paris et jambon blanc. Le tout accompagné d'un bouillon de volaille et crème et moutarde à l'ancienne. C'est tout simple à faire. C'est tout simple et rapide à faire. C'est du blé que l'on fait gonfler dans l'eau, c'est du blé déjà pré-préparé? Alors celui-ci, il est déjà pré-préparé. Après, on peut travailler différents types de blé. Moi, il m'arrive d'utiliser fréquemment du cœur de blé, qui cuit encore plus rapidement que ce produit-là et qui est excellent. Il cuit en combien de temps? En 3-4 minutes. Eh bien écoutez, on vous retrouve tout à l'heure pour le détail de cette recette. Alors la France, évidemment, c'est le premier producteur de blé tendre en Europe et on est de plus en plus allergique au gluten ou pas? Quelles sont les attentes sociétales des Français face à cette céréale si précieuse? Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Catherine Ravel. Bonjour, vous êtes chercheuse à l'INRAE sur le gluten et sur l'amélioration du blé. Sylvie Dutriès, bonjour, vous êtes aussi chercheuse et vous êtes sélectionneuse sur certaines céréales et plutôt sélectionneuse, vous recherchez la céréale idéale, le blé idéal. Et puis également docteur Étienne Pau, bonjour, vous êtes directeur adjoint chez Vetagrosup et vous avez travaillé, vous, de nombreuses années sur le blé. Moi, j'ai envie de commencer par, c'est quoi le portrait robot du blé aujourd'hui, peut-être, Sylvie? Alors le blé aujourd'hui, c'est déjà un blé qui fait du rendement et qui est capable d'être cultivé dans les conditions qu'on lui propose aujourd'hui. En 1950, le rendement moyen d'un blé, c'était à peu près 20 quintaux par hectare. Aujourd'hui, on est passé à 80 quintaux par divers moyens. Il y a eu la révolution verte qui est passée par là. On a réduit la taille des blés, ce qui permettait... Ce qu'on appelait la verse à l'époque, où les blés versaient aussi avec la pluie, c'est ça? En fait, le fait que les blés soient plus courts permettait de leur apporter plus d'engrais sans qu'ils versent. Et on pouvait aussi les récolter de manière mécanisée, ne pas perdre la récolte. Donc ça a été un gap phénoménal. Et maintenant, en fait, on améliore toujours la qualité du blé. Le portrait robot du blé aussi, c'est un blé qui fait du pain. Et ça, c'est très important, parce que c'est le débouché du blé. Il faut bien séparer le blé dur du blé tendre. Est-ce qu'on pourrait redéfinir ces deux types de blé? Alors, le blé dur, c'est un blé, si on veut parler un peu technique, tétraploïde, qui a un grain très dur et qui permet de faire les pâtes. Le blé tendre, lui, il est hexaploïde, avec un grain tendre qui permet de faire la farine et qui est panifiable. Donc avec des caractéristiques qu'on trouve dans très peu de céréales. Oui, en fait. Le blé tendre, c'est ce qui est le plus produit en France. Bien sûr. Oui. Presque 90%, non, on dépasse les 90% ou... Oui, c'est ça. Aujourd'hui, docteur, l'histoire du blé a été extraordinaire parce que le blé dur, c'est à peu près 500 000 ans. Le blé tendre est assez récent, enfin récent si on peut dire 10 000 ans. Comment ça a évolué en termes de génétique, vous qui avez aussi travaillé sur la génétique du blé? Alors en fait, le blé tendre, c'est une espèce qui est issue de l'hybridation de 3 espèces. Une première hybridation qui s'est produite il y a environ 500 000 ans, qui a donné lieu au blé dur, et donc le blé dur qui s'hybride avec une autre espèce qui donne du blé tendre. Donc en fait, tout ça, ce sont des espèces qui sont intimement liées, qui ont un lien de parenté. Et à l'heure actuelle, il y a plusieurs dizaines de milliers de variétés de blé tendre dans le monde, certaines qui ont été sélectionnées, d'autres qui sont naturelles, qui représentent un extraordinaire réservoir
pour pouvoir aller chercher des caractères intéressants. Est-ce qu'on peut dire que le blé s'adapte presque à tous les sols, où il y a des sols un peu idéal pour le blé? Est-ce qu'on arrive à faire du blé local, régional? Alors le blé, ça ne s'adapte pas à tous les sols, mais il est quand même la plante qui a la plus grande aire de distribution géographique, puisqu'on en trouve pratiquement depuis le cercle arctique jusqu'au sud de l'équateur et à des altitudes qui vont du niveau de la mer jusqu'à 4000 mètres d'altitude. Donc c'est vraiment l'espèce qui a la plus grande aire de distribution et qui s'adapte le mieux probablement à différents domaines, différents environnements sur la planète. Alors on parle de plus en plus du problème du gluten avec le blé. Je suis allergique au gluten, pas moi, mais beaucoup de gens. Est-ce que c'est pas un effet de mode? Est-ce qu'aujourd'hui on est de plus en plus allergique au gluten? Mais déjà, je voulais savoir, qu'est-ce qu'était le gluten, Catherine? Déjà, moi, je vais commencer par dire un tout petit truc à la suite d'Étienne. C'est que la chose qui me frappe chez le blé, c'est que le blé a suivi l'homme dans ses migrations. Et c'est vraiment une espèce qui est inféodée à notre espèce, à nous. Ensuite, le gluten, qu'est-ce que c'est que le gluten? C'est un réseau de protéines. C'est un réseau de protéines. Donc, ce sont des protéines végétales. Ces protéines végétales, actuellement, peuvent déclencher des maladies. Il y en a deux qui sont très bien connues par les médecins, très bien décrites, et on sait ce qu'il faut faire. Ce sont les allergies et c'est aussi la maladie cœliaque. Pour la maladie cœliaque, pour l'instant, la seule chose que les médecins vont proposer, c'est une éviction totale du gluten à vie. Ensuite, on a vu apparaître au fil des dernières années ce que l'on a appelé la sensibilité non cœliaque au blé. Et j'ai dit au blé et pas au gluten, parce qu'aujourd'hui, les médecins définissent cette pathologie comme une entité clinique qui, suite à l'ingestion de produits à base de blé, va déclencher des symptômes variés, mal de ventre, mal de tête, des douleurs articulaires, une fatigue chronique. Et ils savent que c'est déclenché quand on consomme des produits à base de blé, mais ils ne sont pas sûrs encore que c'est le gluten qui met les gens malades. Et il y a trois choses qui sont dans le collimateur, si je peux m'exprimer ainsi. C'est 1, le gluten. 2, ce que l'on appelle des ATI, amylase, trypsine, inhibiteurs, des inhibiteurs d'enzymes de la digestion. Et ensuite, ce qu'on appelle des FODMAPs, ce sont des sucres courts fermentescibles qui peuvent provoquer des maux de ventre. Sylvie, vous qui êtes sélectionneuse de blé, sur quels critères aujourd'hui vous les sélectionnez? Est-ce que le gluten, entre guillemets, fait partie de cette sélection? Alors le gluten, oui, fait partie de la sélection. Mais aujourd'hui, au niveau du gluten et de savoir quel est le gluten le plus adapté à sélectionner, on n'a pas encore toutes les informations. On est actuellement en train de travailler avec notamment l'équipe de Catherine sur des projets pour déterminer s'il y a des formes de gluten qui sont plus ou moins bien tolérées. Mais aujourd'hui, on n'a pas encore suffisamment d'informations et on a besoin de travailler en amont pour savoir en fait comment sélectionner ça. Alors, quels sont les critères de sélection aujourd'hui du blé? On reviendra au gluten après. D'accord. Donc les critères de sélection, bien entendu, vous avez le rendement, j'en ai parlé tout à l'heure. On travaille aussi beaucoup sur la résistance aux maladies, que ce soit des maladies fongiques ou la résistance aux insectes. On va travailler sur le fait que le blé puisse être adapté à des cultures dans différents environnements. Pour ça, on va faire des essais dans beaucoup de lieux différents, en France, en Europe, voire dans le monde. Et puis, et bien entendu, la qualité, c'est-à-dire la capacité à pouvoir faire du pain facilement avec ce blé. Le côté panifiable. Docteur, vous qui avez aussi beaucoup étudié le blé, est-ce qu'il est moins sensible, plus résistant? C'est quoi le blé aujourd'hui par rapport aux maladies ou aux parasites? Alors, dire qu'il est moins sensible ou plus résistant, c'est un petit peu compliqué. En fait, dans la diversité génétique du blé, comme je le disais tout à l'heure, plusieurs dizaines de milliers de variétés différentes, on trouve des résistances à différentes maladies, des résistances à différents stress abiotiques, la sécheresse, la chaleur, le froid.
Les blés actuels sont effectivement sélectionnés sur plus de critères qu'ils n'ont pu l'être il y a quelques années, et on va réussir à combiner au sein d'une même variété des résistances à plusieurs maladies, des résistances à la sécheresse, des résistances au gel et tout ça. Mais ces résistances, elles existent naturellement, et le travail du sélectionneur consiste à aller les chercher dans une diversité assez large et à ramener ça dans un blé qui soit à la fois résistant et avec un fort rendement. On parle de blé, on parle d'épeautre. Quelle est la différence? Est-ce que peut-être l'épeautre contient moins de gluten que le blé? C'est toujours des questions qu'on se pose. Peut-être Catherine? Petite ou grand épeautre? Petite ou grand épeautre, c'est vrai. C'est Ouais. deux espèces différentes. Donc le petit épeautre, c'est ce que l'on appelle en latin Triticum monococcum, on l'appelle aussi engrain. Et c'est une plante qui a qu'un seul génome qui est diploïde. Tout à l'heure, mes collègues ont parlé de tétraploïde ou d'hexaploïde. Donc lui, il est simple, c'est un diploïde. Et le grand épeautre, c'est Triticum aestivum spelta. Et c'est un blé qui est hexaploïde, comme le blé tendre. Alors là, moi, je vais vous parler du petit épeautre. Il a une teneur en protéines, donc en gluten, supérieure au blé tendre. Là, il n'y a pas photo. Donc au moins, les choses sont dites. Vous parlez aussi, on parle gluten, mais vous militez aussi pour la revégétalisation de l'alimentation. C'est quoi déjà revégétaliser? La réponse est dans la question. Revégétaliser l'alimentation face au blé, au gluten. Donc, c'est pas moi qui milite pour ça, mais il y a beaucoup de programmes sur l'alimentation pour avoir une alimentation durable au niveau mondial qui dit qu'on ne pourra pas continuer à manger autant de protéines animales que ce que l'on consomme aujourd'hui et qu'il va falloir penser à introduire dans notre alimentation plus de protéines végétales. Et la revégétalisation de l'alimentation, c'est ça. Quand on regarde dans le passé, quand on regarde les pays moins développés que les nôtres, c'est des populations qui consomment beaucoup de protéines végétales et moins de protéines animales. Avec l'élévation du niveau de vie, on s'est mis à consommer de plus en plus de protéines animales qui ont un coût en carbone, d'empreinte carbone importante. Et vous savez comme moi qu'il faut limiter cette empreinte carbone, donc aller vers moins de protéines animales, plus de protéines végétales dans notre assiette. Et peut-être que la digestibilité sera bien meilleure. Alors les amis, on fait une petite pause. On retrouve tout de suite Tom, le jardinier. Alors Tom, on peut aussi consommer le blé germé, mais on s'aperçoit que les graines germées sont devenues très tendance aussi dans l'alimentation des Français. Alors quels sont les secrets justement pour faire germer les graines et les consommer, Tom? Alors oui, Philippe, les graines, une fois qu'elles sont germées, on réactive un petit peu la vie quand elles sont en dormance, quand elles sont dans leur sachet. Et puis là, moi, j'ai essayé de faire plusieurs expériences avec vous. Ici, j'ai des graines. On peut faire avec plein de graines différentes. Là, j'ai utilisé des graines de betterave. Et ces graines de betterave-là, je vais les mettre trempées une nuit pour voir les petits morceaux qui pourraient risquer de reflotter à l'intérieur. Ça peut simplement être des poussières, etc. Donc, je vais ajouter un petit peu d'eau dans mes graines. Et après une nuit, comme on peut le voir ici sur mon deuxième bocal, il y a quelques petits déchets qui viennent à la surface. Je vais bien les rincer régulièrement pour ainsi éviter d'avoir des problèmes. Une fois qu'elles ont passé une nuit, je vais verser l'eau, je vais les conditionner à l'intérieur de mon bocal, refermer et les mettre dans un endroit un petit peu à l'ombre, et on va pouvoir voir qu'il va y avoir gentiment des graines. Et au bout de quelques jours, on va pouvoir avoir ici des graines germées. Alors ça, c'est des graines germées d'une sorte de haricot, et il y a vraiment toutes sortes de graines qu'on peut faire. Je pense notamment aux poireaux, je pense notamment aux radis, je pense aux choux. Là, on a essayé avec de la betterave, etc. Et elles sont pratiquement toutes comestibles. Je mettrai quelques petites exceptions. On va éviter la tomate, on va éviter les poivrons, on va éviter l'aubergine. Et puis, si vous trouvez des graines de rhubarbe, alors c'est un petit peu plus rare, mais on va aussi éviter de le faire. Merci Tom. On retrouve notre chef. Alors, chef, vous avez beaucoup avancé sur la recette. On rappelle déjà, qu'est-ce que vous nous faites aujourd'hui? Alors, c'est une poêlée paysanne de blé. Donc, comme dit préalablement, champignons de Paris et jambon blanc.
Alors, quels sont les ingrédients que l'on utilise pour réaliser cette recette? Quelles sont un peu les étapes nécessaires? Alors, les étapes nécessaires sont préalablement de laver, couper les champignons, hein. On va les mettre dans une poêle, on va les faire revenir et puis on ajoutera de l'échalote. Moi, je rajoute un petit peu d'ail noir, hein. L'ail noir, c'est très très bien. C'est au C'est- niveau aussi, c'est un antibiotique entre guillemets, c'est un antiseptique naturel. Tout à fait. Il est peut-être plus puissant que l'ail blanc au niveau du goût, mais au niveau aussi. L'ail noir, rappelez-nous ce que c'est en fait. C'est un ail qui est. Il n'y a pas que la variété, on le fait aussi confire ou pas. On le fait confire, oui. Alors, comment on fait cuire ce blé en fait à l'origine? Alors, le blé, on va. D'ailleurs, vous voyez, hein, c'est pratiquement terminé. La cuisson est très rapide, hein. Moi, je le fais cuire dans du bouillon de volaille ou on peut le faire cuire dans du bouillon de légumes, hein. C'est juste pour donner un petit peu plus de puissance et davantage de goût à la préparation, hein. Et vous voyez, là, on est pratiquement. Donc, on met tous terminé. les ingrédients en même temps que le blé pour que les saveurs se mélangent. Tout c'est à ça, fait. en gros. Alors, sauf le jambon que je mets, que je vais mettre pratiquement à la fin. Pourquoi? Parce que dans le jambon, il y a du sel. Et si on le met en début de cuisson, on risque malheureusement de donner un plat un peu trop salé. Est-ce qu'aujourd'hui on ajoute souvent est-ce qu'on ajoute souvent aujourd'hui des herbes aromatiques à la fois ça fait joli, à la fois ça donne du goût, mais à la fois ça peut être augmenter la digestibilité du plat peut-être? Alors effectivement, enfin, j'ai travaillé dans quelques pays, notamment des pays de l'Est, où lors des repas, on vous donnait une assiette avec du basilic, du cerfeuil. Et effectivement, ça permettait de faciliter la digestion. Et puis nous, en France, on utilise beaucoup en décoration et également dans nos préparations. Bon, le bouillon de volaille que j'ai, lui, de base, est aussi aromatisé, hein. Ce sont des bouillons de volaille qui sont sous forme de sachets de thé, hein, et qui sont excellents et qui permettent justement de maîtriser la façon dont on veut que le sachet soit infusé dans l'eau pour justement ou corser davantage ou moins le produit. Mais c'est une bonne idée de remplacer le riz par le blé. Je trouve qu'on le fait pas assez souvent et ça donne un goût Tout à fait. différent, une texture, une mise en bouche aussi particulière. Tout à fait. Le riz, on peut tout à fait le remplacer par le blé. Comme je disais tout à l'heure, moi j'utilise beaucoup du cœur de blé, hein, parce que le temps de cuisson est extrêmement rapide. Mais oui, le blé, c'est tout à fait appréciable. Merci chef, on vous retrouve tout à l'heure un peu pour la mise en scène du plat, hein, évidemment. Un hectare de blé tendre, alors on revient en plateau, un hectare de blé tendre permet de faire 25 000 baguettes, c'est un chiffre intéressant, et 900 000 petits beurres dont les Français sont effrayants. Mais une autre attente sociétale des Français, peut-être une autre question que se posent les Français, c'est peut-être la réduction des pesticides, herbicides et autres produits dans le blé. Docteur, on en est où à ce niveau-là? La sélection a été assez efficace, comme je le disais tout à l'heure, pour amener des résistances à différentes maladies. Il y a de plus en plus de travaux qui sont menés au-delà de cette recherche en génétique pour pouvoir se débarrasser des herbicides aussi, puisque la question du désherbage des champs, qui a été géré jusqu'à maintenant par des produits qui sont pour la plupart interdits à la vente et à l'utilisation, est un vrai problème. Donc le désherbage mécanique, un désherbage électrique, un désherbage... Toutes les techniques en fait, actuelles d'agriculture de précision sont utilisées et il y a énormément de travaux qui sont menés sur ces questions à l'heure actuelle. Alors les nanifiants pour la verse, on n'en parle presque plus, puisque en fait la génétique répond à cette question. On parle aussi d'agroculture, d'écoculture. Peut-être Catherine, c'est quoi un peu cette évolution? C'est d'associer le blé avec d'autres plantes, c'est d'avoir plus de rotation de culture en intégrant ce que faisaient un peu nos anciens avec de la luzerne. Comment ça se passe aujourd'hui par rapport à ça? Alors, on parle de plus en plus d'agro. On parle de plus en plus d'agro. Voilà, tenez-le comme ça. Voilà, vous le tenez comme ça c'est bien. On Voilà. parle de plus en plus d'agroécologie, c'est-à-dire de produire en respectant le milieu, l'environnement et la biodiversité. Et effectivement, une solution pour produire du blé en respectant le milieu, ça peut être d'utiliser des cultures associées. On met le blé avec une légumineuse. La légumineuse a la capacité de fixer l'azote de l'atmosphère grâce à des bactéries qui l'accompagnent. Le blé peut bénéficier de l'azote apporté par les légumineuses et on peut du coup mettre moins d'engrais sur le blé que l'on produit. On les appelle toujours des azotobactères ou ça a changé de nom?
Rhizobium. Rhizobium, voilà. C'est aussi vous qui sélectionnez les blés. C'est intéressant aussi. On voit cette résistance des blés face aux enjeux climatiques, par exemple par rapport à la sécheresse. Oui, ça c'est quelque chose qu'on regarde aussi. Alors, nous, on le regarde, comme je disais, en faisant des tests dans différents endroits, y compris dans des endroits avec des conditions plus difficiles. Et puis, on va aussi avoir parfois des programmes de recherche qui sont plus fondamentaux pour retrouver en fait, des moyens en fait, d'améliorer les blés pour la résistance à la sécheresse ou encore pour d'autres caractéristiques comme l'efficacité d'utilisation de l'azote, c'est-à-dire qu'avec une même dose d'azote apportée, le blé va mieux l'utiliser, produire plus de rendement, plus de protéines, donc ce qui veut dire qu'on pourra se permettre de réduire les doses d'azote qu'on apporte. Docteur, c'est aussi peut-être vous qui avez beaucoup travaillé sur le sujet, c'est peut-être aussi de développer, d'offrir une racine différente au blé, une racine peut-être plus pivotante, moins fasciculée, de manière à ce qu'il aille chercher l'eau plus en profondeur. Ça marche comment? Est-ce qu'on a réussi à travailler sur les racines du blé, par exemple? Alors, les racines sont effectivement un des caractères cibles de la sélection, puisque avoir un système racinaire qui soit capable d'aller chercher plus profondément l'eau, c'est très intéressant. Toute la difficulté vient du fait que les racines, on ne les voit pas, et que sélectionner sur le rendement, on a les grains, c'est relativement simple, encore que, mais sélectionner sur les racines, ce sont des méthodes qui sont souvent destructives, et ça a été relativement freiné, donc il y a des techniques qui se développent pour le faire, mais c'est vrai que c'est un caractère qui a encore de l'avenir en termes de sélection. L'hybridation a des limites quand même, hein, donc on ne peut pas tout avoir. On ne peut pas avoir la production, la résistance, où aujourd'hui on arrive quand même à tendre vers tout ça. Je pense que globalement, on a réussi à améliorer beaucoup de caractères en même temps par rapport à d'autres espèces où on s'est vraiment focalisé sur le rendement. Le blé, les sélectionneurs très tôt ont choisi de regarder une grande palette de caractères et ont réussi un formidable travail de sélection de blé qui soit à la fois performant, avec un fort rendement, mais aussi de plus en plus de résistance. Donc si, je pense qu'on peut regarder tout en même temps. Oui, je crois que vous disiez, Sylvie, on est passé de 50 à 75 quintaux, c'est ça, le blé, en 10-15 ans ou en 20 ans? Oh, un peu plus que ça, En depuis 1950. 1950. 60 ans, déjà, ça C'est passe ça. vite. Mais ce que dit Étienne est tout à fait vrai. En fait, ça fait plusieurs dizaines d'années déjà que pour inscrire un blé, il va être testé à la fois en conditions traitées, fongicides, c'est-à-dire qu'on lui apporte une protection, et aussi pour 50% des parcelles qui sont regardées en conditions non traitées. C'est-à-dire on va regarder quel rendement il est capable de faire si on lui apporte zéro protection fongicide. Et Catherine, pour terminer, vous qui travaillez à l'INRAE, le blé de demain, le blé idéal, ça sera quoi? Et est-ce qu'on y est proche? Je ne sais pas si on est proche du blé de demain. Par contre, pour moi, le blé de demain, c'est un blé qui va réussir à se débrouiller dans les conditions environnementales que l'on connaît aujourd'hui, avec des conditions climatiques très très variables. Donc un blé qui, malgré ces conditions qui peuvent varier du jour au lendemain, va continuer à faire du rendement. Déjà, parce qu'il faut nourrir la population qui, comme vous le savez, croît. Ensuite, c'est un blé qui aura une qualité technologique parce que le blé, on ne le mange rarement sous forme de grains, mais on le mange en général sous forme de pain. Donc il faut que le blé reste panifiable, qu'il ait les protéines qui lui permettent d'être transformé. Et ensuite, si on y arrive, c'est un blé qui, au niveau nutrition, nous apportera aussi suffisamment de fer, des fibres et ce dont on peut avoir besoin, des équilibres. Oui, parce qu'on parle souvent de gluten, mais ça apporte énormément de fer, de fibres, comme vous l'avez dit. Oh. C'est Voilà. une vraie céréale riche. C'est comme ça que je vois le blé de demain. Merci beaucoup à tous les trois. On retrouve tout de suite Tom pour les graines germées. Alors, tout à l'heure, vous nous avez parlé des secrets des graines germées, mais aujourd'hui, vous nous faites germer des graines pour les animaux de compagnie. Et oui, Philippe, on a nos amis les chats qui peuvent avoir quelques petits problèmes ils peuvent consommer nos plantes d'intérieur. Et ça, on va éviter en utilisant l'herbe à chat qui ici a déjà poussé. J'ai fait une petite démo. On peut utiliser pour ça toutes sortes de céréales, notamment on a l'avoine, on a l'orge, on a évidemment le blé. Là, j'ai une céréale et je vais disposer quelques graines sur un pot de terre. Alors, comme ça, on va éviter que nos chats consomment nos plantes d'intérieur parce qu'elles peuvent être, et souvent la plupart du temps, elles sont toxiques pour nos chats. Là, j'ai bien disposé mes graines. Je vais
les recouvrir avec un tout petit peu de terre et je vais bien arroser. En parlant de la terre, vous utilisez un terreau de qualité, parce que pour le terreau, c'est comme pour tout, on en a pour notre argent. Si vous utilisez un terreau bas de gamme, vous risquez de retrouver avoir à l'intérieur des petits morceaux de branches, etc., voire même quelques graines qui ne seraient pas mortes avec la chaleur quand il a été composté. Donc là, on a mis ça. Dans quelques jours, on va voir nos graines germer et il faut le faire régulièrement, une fois tous les 8, 10, 15 jours, en fonction de la consommation de vos chats. C'est vraiment idéal pour vos chats, ils vont pouvoir le consommer, ils vont pouvoir enlever les poils qu'ils ont à l'intérieur, parce qu'un chat, 60% de sa vie, il va commencer à se lécher le poil, à se le maintenir propre. Donc il peut ingérer pas mal de poils et il peut même éventuellement se purger. Allez Tom, à table. On rejoint Nicolas. Alors Nicolas, comment on dresse ce joli plat autour du blé, cette poêlée paysanne? Eh ben, on va l'adresser tout simplement en privilégiant quand même une assiette creuse. Et puis on va poser au centre de l'assiette l'ensemble de la préparation. Et puis on peut accommoder ça de quelques feuilles d'herbe. Moi j'ai mis un petit peu de coriandre par-dessus. Hein. On peut mettre du persil plat. On peut mettre... Oui, les graines germées, ça irait bien dessus, Tom, aussi. Hein. Tout à fait. On peut mettre... Alors, j'ai pas mis de graines germées, mais par-dessus, je vais saupoudrer. C'est pour voir si vous suiviez. De noisettes concassées. D'accord. Hein, qui vont donner un petit côté un petit peu croustillant au plat. Parce que bon, le blé n'est pas cuit énormément ou n'est pas archi cuit. Le blé, il faut quand même qu'il reste un petit peu... on sente un peu la texture du produit. Et c'est vrai que la noisette, par-dessus, les petits éclats de noisette, ça relève bien le produit. En plus, sur des noisettes françaises. Donc, que demander de plus? On parle du blé français, on parle des noisettes françaises, cocorico. Merci à tous d'avoir participé à cette émission autour du blé. Il y a beaucoup de choses à dire. Je vous souhaite une belle journée au milieu de cette cuisine du village et à très vite. À bientôt.